Écoutez, bonjour, merci. D'abord, bonne année aussi, hein. Je suis très contente de revenir ici. Je me suis à nouveau perdue comme quand je venais au master, donc tout va bien, j'ai retrouvé mes marques. Avant de commencer à rentrer dans la question vraiment technique et théorique de l'adaptation, de la résilience et de la vulnérabilité, je vais peut-être faire un petit pas de côté, étant donné le contexte qu'il y a en ce moment. Euh, les polémiques, enfin tout ce qui est en train de se passer plus ou moins visiblement, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce que je pense que cette question du climat, elle nous permet d'une certaine manière de faire un pas de côté en tant que spécialiste de sciences sociales sur des questions un peu englobantes, qui sont des questions fondamentalement politiques, au sens de quelle est la place de la science dans la société, quel est le rôle d'un expert, quelle est la différence entre science et expertise. Ce sont des réflexions sur lesquelles notamment la sociologie, la philosophie, ont beaucoup travaillé. Et en tant que géographe, ce n'étaient pas des questions sur lesquelles j'étais amenée à me prononcer, puisque ce n'est pas le cœur de ma discipline. Et ce qui est intéressant, c'est que ces questionnements de recherche, je les ai éprouvés de manière empirique par mon expérience de chercheur. Et d'une certaine façon, se pose aujourd'hui beaucoup la question de à quoi servent les sciences, à quoi servent les sciences sociales. Alors cette question, elle peut choquer parce qu'on peut dire, voilà, la science est là pour faire avancer les connaissances, mais évidemment, quand vous avez par exemple aujourd'hui un plan de relance qui consacre plus de 1 milliard d'euros, voire 2 milliards selon comment on compte, pour l'université et la recherche, à un moment c'est de l'argent public et donc on doit se demander à quoi on sert. Et cette question-là, elle n'est pas vulgaire, elle n'est pas, ça n'est pas là pour mettre des hiérarchies entre les sciences. Hein, quelqu'un qui travaillerait sur le tesson de poterie ou le CCD en sanskrit, comme j'ai l'habitude de dire, et puis quelqu'un qui travaillerait sur des recherches hyper appliquées. Il ne s'agit pas non plus de se poser la question est-ce qu'il y a une hiérarchie des disciplines, est-ce qu'il y a une hiérarchie mais il s'agit vraiment de se questionner dans le continuum du chercheur et du citoyen. Et tout ça a des échos très contemporains. Vous avez vu, par exemple, les mouvements de rébellion des scientifiques, les questions de désobéissance pacifique, désobéissance civile. Et cette question, finalement, comment le scientifique s'engage avec une question de la neutralité axiologique qui touche, en fait, d'emblée à un problème fondamental. Et j'ai eu hier cette discussion avec une collègue enseignante, puisque je travaille aussi avec des enseignants, forcément, un débat démocratique. Eh bien, dans un débat, on peut débattre de tout, sauf d'une chose, ce sont les faits scientifiques. Ça, c'est le premier point. Et ce qui est très important, c'est que le scientifique est effectivement là pour faire avancer la connaissance, c'est-à-dire produire une connaissance originale, et que cette connaissance originale, une fois qu'elle est établie, et quand je parle d'établie, c'est-à-dire qu'il y a une convergence des éléments de preuve qui peut et qui est souvent validé par l'observation, qui fait qu'à un moment donné, un énoncé, quelle que soit la personne qui le prononce, qu'elle ait un bac plus 10, un bac moins 15, qu'elle soit de n'importe quelle couleur à n'importe quel endroit du monde, est un fait scientifique. Un fait scientifique, ça veut dire, par exemple, la Terre est ronde. Je ne peux pas débattre avec un platiste. Vous avez tout à fait le droit de croire que la Terre est plate. Vous pouvez même le dire. La liberté d'opinion et la liberté d'expression ici sont possibles. C'est juste une erreur. Ça n'impose pas une hiérarchie des valeurs entre les locuteurs. Ce n'est pas parce que Magali Regueza, avec son bac plus 25, dit que la Terre est plate qu'elle a raison. Et je ne peux pas débattre de faits scientifiques. On est dans un autre registre, on est dans une autre dimension, on est dans d'autres modalités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année 2022 a marqué une rupture majeure dans la manière, dans le discours de la science sur le climat. Parce que pour la première fois, ce qui était jusque-là des hypothèses pour lesquelles on avait une convergence de plus en plus forte d'études est devenu un fait scientifiquement établi. Le rapport du GIEC, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, a établi de façon certaine que la Terre, depuis la période
industrielle, c'est-à-dire 1850-1900, s'est réchauffé de 1,1 degré et que ce réchauffement additionnel est à 100% d'origine humaine. C'est un fait scientifique. Cela signifie que nous ne pouvons pas débattre de cela. Vous avez le droit de penser que c'est faux, mais ça revient à penser que la Terre est plate. Et donc, d'emblée, dans le débat, vous voyez comment le débat va se décaler dans la sphère sociale et politique. 1,1 degré depuis 1900 et 100% d'origine humaine, ça veut dire que, d'emblée, le diagnostic est posé par la science. Exactement comme quand vous allez chez le médecin, vous faites un PET scan, il y a des trucs qui s'allument, on a une biopsie, on sait que vous avez un cancer. Vous avez le droit de penser que vous n'en avez pas, vous avez le droit de... Mais le fait est établi. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est une rupture, parce que jusqu'à présent, les scientifiques associaient des niveaux de certitude, mais on n'était pas capable de dire que ceci est un fait. Deuxièmement, on n'était pas capable de dire avec certitude que les impacts de ce climat qui change, de ce climat réchauffé par l'homme, pour le dire autrement, sont d'ores et déjà visibles et que certains effets sont irréversibles. Je commence une première parenthèse, vous allez voir que j'en fais beaucoup. Le terme irréversible est très important et vous allez voir que tout au long de mon exposé, je vais insister sur ce que parler veut dire et sur le fait de bien nommer les choses. Irréversible, ça veut dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, voire de plusieurs générations, vous avez des changements sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. Donc, le fait que ça soit irréversible, ça veut dire par exemple que la remontée du niveau marin, les glaciers qui fondent, la perte d'espèces animales, et pour la première fois, on a réussi à démontrer que une espèce animale avait disparu à cause de ce réchauffement climatique, eh bien, nous ne reviendrons pas en arrière à l'échelle d'une vie humaine, voire de plusieurs générations. Cette irréversibilité, c'est une alerte majeure parce que ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes engagés dans des dynamiques qui sont aux échelles de la planète. Et donc, le terme d'anthropocène dont vous entendez beaucoup parler dans ce séminaire, qui est au départ en termes des géosciences, c'est une ère géologique. Et il y a tout un débat sur est-ce que c'est une ère géologique qui est utilisée par les sciences sociales comme une métaphore. C'est l'idée que l'homme est devenu une force géologique. La biologie, enfin la géophysique et les sciences sociales se rencontrent. Et la métaphore rencontre le concept scientifique. L'homme est effectivement devenu une force tellurique. Au même titre que la tectonique des plaques, au même titre que l'énergie, enfin le mouvement des planètes, etc. Troisièmement, on est maintenant sûr et certain que ce réchauffement climatique, il est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour vous donner le mécanisme, c'est que, en gros, il y a des émissions qui vont s'équilibrer par ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. Les océans, les sols, les forêts, les tourbières, les prairies, etc. Nous émettons tellement de CO2 par nos moyens de production, de consommation, qu'une partie de ce CO2 n'est plus absorbable par les terres, par l'ensemble des puits naturels. Ça a une conséquence immédiate. C'est que la Terre, le climat de la Terre se réchauffe. Sauf que les molécules qui sont dans l'atmosphère, on ne peut pas les retirer. C'est un peu, vous savez, comme quand vous avez mangé trop de sucre, que vous avez des graisses qui s'accumulent dans les fesses. Une fois qu'elles sont là, c'est dur de les faire partir. Sauf que là, la seule manière de les faire partir, c'est d'aller les chercher. C'est la liposuction, pour faire une métaphore, une comparaison peu élégante. Et nous ne savons pas le faire. Ce que nous savons en revanche, c'est que à partir du moment où il n'y aura plus aucune molécule de carbone ajoutée par l'homme dans l'atmosphère, ce réchauffement climatique s'arrêtera. On ne reviendra pas en arrière. Très concrètement, ça veut dire que vous, vos parents,
vos enfants, vos petits-enfants ne connaîtront plus jamais le climat qu'ils ont connu quand ils étaient enfants. Je crois qu'il faut mesurer ce que ça veut dire. Nous entrons dans un monde où le CO2 atmosphérique n'a jamais été aussi élevé qu'il y a 2 millions d'années. Aucun individu de l'espèce humaine n'a eu à s'adapter à un tel changement. Le niveau des océans, le niveau des glaciers est aujourd'hui plus haut et plus bas qu'il y a au moins 3000, 4000, ça dépend des... On est sur des échelles, si vous voulez, d'évolution qui sont d'une rapidité incroyable. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que si nous arrêtons d'émettre, alors pas nous arrêtons d'émettre, c'est faux, si nous arrêtons d'ajouter dans l'atmosphère du CO2 d'origine anthropique, la montée globale des températures se stabilise. Ça veut dire concrètement que ce qu'on appelle la neutralité des émissions, notamment du carbone, parce que le lien entre le carbone et le réchauffement a été prouvé. Donc, ne plus ajouter le carbone. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est comme quand vous voulez arrêter de grossir pour commencer un régime, il faut d'abord manger moins et puis dépenser les calories excédentaires, parce qu'à un moment, il faut quand même bien que vous mangez. Donc, ça veut dire aller faire du sport, tout ce que vous voulez. Et bien ça, c'est la neutralité carbone. Émettre de moins en moins, réduire au maximum nos émissions et capter les émissions excédentaires, notamment par le développement de puits de carbone naturels et puis de techniques de stockage que nous n'avons pas pour l'instant. Vous mesurez donc que cette neutralité carbone, en plus, doit être au niveau mondial. Ce qui d'emblée pose des questions qui sont des questions éminemment sociales. Comment est-ce qu'on répartit l'effort puisque c'est au niveau mondial? Or, en termes géopolitiques, le monde n'est pas un système, le monde est une somme d'États et de relations internationales. C'est des pièces de puzzle. L'argument souvent avancé, c'est de dire la France, c'est 1% des émissions, la Chine, c'est je ne sais pas combien de pourcents. Oui, sauf que nous avons 200 pays qui émettent entre 0 et 2% du total. Les 200 pays mis bout à bout, ça fait 37% des émissions mondiales. Et avec derrière ces questions qui touchent à la sociologie, qui touchent à l'anthropologie, qui touchent à la philosophie, la justice là aussi, qui émet? Qui a émis dans le passé, puisqu'on nous a bien dit que le climat qui change a des effets d'ores et déjà. Or, ce qui a été accumulé dans l'atmosphère a été accumulé par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, essentiellement dans les pays du Nord, et qu'aujourd'hui, ceux qui en sont victimes et ceux qui en seront de plus en plus victimes, puisqu'on n'a toujours pas atteint cette neutralité carbone et que donc le climat va continuer à changer et les températures augmenter, c'est des générations qui ne sont pas forcément nées, c'est des gens qui d'ores et déjà habitent dans des pays qui sont notamment en zone intertropicale, où vous avez une corrélation, non pas une causalité, les mots ont vraiment un sens entre les pays en voie de développement et cette localisation géographique, qui sont accessoirement des pays qui ont été colonisés et où les ressources ont été exploitées, et donc vous avez ces enjeux de dette écologique et de justice environnementale. Sachant que derrière, et j'introduis la première notion, si nous sommes tous exposés, nous ne sommes pas tous également vulnérables. Et la littérature scientifique a démontré que d'une part, l'exposition était corrélée à des facteurs socio-économiques au sens large, juridiques, psychologiques, voilà. Et donc, par exemple, oui, souvent, les zones à risque sont occupées, souvent, je dis bien souvent, pas toujours, par les plus pauvres, parce que ce sont des terrains qui ont une faible valeur foncière, parce que ce sont des terrains qui sont occupés illégalement, etc. Toujours pourquoi? Pas toujours, parce que par exemple en Île-de-France, et généralement en Europe, la vue sur le fleuve étant une aménité reconnue comme telle, une valeur sociale construite, vous connaissez le sujet, fait que le foncier a tendance à être plus cher, et donc plus vous êtes riche, plus vous habitez dans une zone inondable. Bon. Donc ces corrélations entre vulnérabilité et exposition sont importantes. Et elles appellent des questions sur quelles sont les structures sociales, les mécanismes profonds, ce qu'on appelle les causes radicales, politiques, économiques, qui sont liées aux inégalités de genre, qui sont liées aux rapports de force inégaux, qui sont liés internationaux ou nationaux, qui sont liés aux effets de domination, les minorités, etc. Pourquoi à un moment des structures font que vous êtes plus ou moins vulnérable à un aléa, une menace qui est identique?
cet enjeu-là de la vulnérabilité, il pose la question de la justice. Et là, vous voyez aussi un problème, et je m'exprime plutôt en problème scientifique, on pourra revenir dans la discussion. Il n'y a pas une lignée mécanique entre l'inégalité et la justice. La justice est un sentiment, est une perception, est une représentation qui est profondément construite par nos valeurs, par nos histoires, par nos parcours personnels. Le juste et l'injuste, c'est compliqué. On peut objectiver. Objectiver dans ma bouche, ça veut dire donner une métrique. Parce que dans l'esprit de nos décideurs publics ou privés, mettre une mesure, donner une métrique, c'est objectiver. Une fois que vous avez mis un chiffre pour quantifier, c'est bon, c'est objectif, c'est pas subjectif. On peut objectiver les inégalités. On peut même les cartographier, pas complètement. Les inégalités environnementales, c'est un peu compliqué à cartographier en réalité, mais on peut. Mais la justice et l'injustice. Or, il est scientifiquement établi que le sentiment d'injustice est un des freins les plus importants par rapport à l'action climatique. Ce qui vous renvoie à une question d'emblée, qui me renvoie au début de mon intervention, qui dit sentiment, perception, subjectif, etc., dit problème de choix, de valeurs, d'idéologie, de croyances, d'opinion, dit que derrière ces questions a priori consensuelles, nous n'avons pas envie de vivre dans un monde invivable, il y a des choix et que ces choix dissensuels sont des choix politiques. Et là, vous comprenez ce qui est en train de se passer, y compris aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans la presse sur le HCC ce qui est en train de se passer, c'est que tant qu'on travaille dans son laboratoire en géosciences, il y a cette croyance profonde qui fait que, d'ailleurs, certains scientifiques choisissent le laboratoire, que la parole du scientifique est apolitique, puisqu'on a cette neutralité axiologique. Oui, quand je rentre dans mon labo, même en étant en sciences humaines et sociales, je ne crois plus. Je laisse à la porte mes croyances politiques, religieuses. Je dis bien de croyances au sens noble du terme, hein, ce n'est pas une critique. Je laisse mes opinions, j'arrive avec des hypothèses, et comme un inspecteur, c'est-à-dire Colombo, j'instruis à charge et à décharge. C'est d'ailleurs très difficile en sciences humaines et sociales, parce que nos biais sont permanents. Forcément, vos hypothèses, elles sont aussi construites par rapport à vos préférences. En général, étant plus ou moins sensible aux questions d'inégalité, je vais plutôt avoir tendance à me dire « Ah bah tiens, lui, il a une bonne tête de suspect, quoi. » Je fais du délit de faciès, pour le dire basiquement. Parce qu'effectivement, les inégalités, je me dis ça, bah, c'est plutôt mon truc, quoi. Donc effectivement, peut-être que voilà, les industries fossiles, c'est pas forcément mes copains, alors j'ai plutôt aller regarder le coût des industries fossiles. Vous voyez, c'est des convictions personnelles. Sauf que je ne ferais pas mon métier si je n'instruisais pas à charge et à décharge. Et tout le risque dans un travail de sciences sociales, c'est de partir d'une thèse qui est en réalité une hypothèse qu'on a mis à l'indicatif au lieu de la poser au conditionnel, puis de mettre un point d'interrogation pour en faire une question de recherche et d'avoir un raisonnement tautologique qui fait qu'en fait, on démontre ce qu'on a déjà démontré puisque c'est à la fois la prémisse et le résultat. Et ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de thèses. Parce qu'effectivement, et même nous les premiers, hein, j'ai cette idée qui est une hypothèse, bah, du coup, je le transforme en question, et puis à la fin, bah, tout mon protocole vise en fait à démontrer ce que j'ai. Donc, j'instruis à charge. Dans les laboratoires de géosciences, cette question-là ne s'est pas posée, puisque, comme vous le disent très bien, et à juste titre mes collègues, on ne négocie pas avec les lois de la physique. Je veux dire, la pomme de Newton, elle tombe. Hein. Voilà, il y a un moment où le climat se réchauffe, on ne négocie pas. Ce qui vous explique aussi pourquoi les mouvements de désobéissance civile sont en train de monter de façon très forte dans les labos de géosciences. Parce qu'il y a cette espèce d'incompréhension entre, d'un côté, le fait l'eau, ça mouille, et des gens qui continuent à mettre la main dans l'eau en disant ah bon, vous êtes sûr? Et pour un scientifique qui a construit toute sa carrière, son métier sur je suis là pour prouver, je vous ai démontré que l'eau, ça mouille, youhou! D'où cette colère, d'où cette émotion, parce que nous sommes dans des disciplines qui n'ont pas fait ce travail, et par essence, puisque ce n'est pas leur but, que nous
nous avons fait en sciences sociales parce que nous nous posions des questions éthiques, parce que nous travaillons avec des gens, avec des collectifs, avec des territoires, et que nous avons cette question de l'engagement physique du corps du chercheur dans la société. Nous sommes aussi des citoyens. Sauf que ça va plus loin. Parce que, et là, on tombe sur une autre question qui est beaucoup abordée dans le champ des sciences sociales, c'est la question des lanceurs d'alerte. Vous êtes dans vos laboratoires, vous êtes des scientifiques, et vous voyez que tous les aiguilles convergent pour vous dire qu'on va avoir un petit problème, petit, dans les prochaines années. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que les scientifiques ont fini par se parler, notamment avec les laboratoires de biologie, d'écologie, et qu'on s'est rendu compte que la biodiversité, elle n'est pas super bien, vous le savez, et que le climat qui change avait des conséquences sur la biodiversité. Et on arrive à la deuxième notion, qui est une notion qui est beaucoup utilisée en sciences humaines et sociales, c'est l'adaptation. Pourquoi elle est beaucoup utilisée? Parce que dès sa création, dès sa formalisation au XIXe siècle, il y a cette idée de relation et d'interrelation. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation pour personne? C'est je change par rapport à un changement. Il y a une perturbation, donc quelque chose qui change, qui peut être permanente ou provisoire, peu importe, et je change pour faire face à cette perturbation. Cette pensée de l'adaptation, elle se construit dans le domaine de l'écologie. L'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui est née au XIXe siècle. C'est Ernst Haeckel, notamment, qui va la définir en 1866. Et l'écologie, c'est comme l'économie, c'est ce préfixe, c'est nos relations, la relation du vivant, quel qu'il soit, avec son milieu. L'homme est une espèce animale. Et comme vous direz Kant, il n'est pas que ça, c'est aussi un être doué de raison, qui pense, etc. Et donc l'homme est une espèce à part. Et toute, en tout cas une grande partie, et ça ma discipline géographique a beaucoup travaillé là-dessus, tout le sait, c'est de se dire jusqu'à quel moment on peut penser l'homme comme une espèce. Si ce n'est pas une espèce comme une autre, comment on la met dans l'écosystème, comme perturbateur, comme réparateur, quelle place on lui donne sur la planète, et ça, vous tirez vers les sujets sur l'anthropocène, mais des sujets qui sont en fait très anciens, habiter la Terre. Parce que là, vous êtes sur un sujet éthique. J'ai bien dit éthique et pas morale. La morale est universalisable, l'éthique, c'est vous, votre rapport au monde, votre rapport au bien, votre rapport au bon, votre rapport au juste. Quelle est notre place par rapport aux non-vivants? Quelle est notre place par rapport aux vivants non humains? Ces questions-là, elles animent complètement les débats sociaux, mais aussi les questions spirituelles, les questions religieuses. Et vous avez évidemment des courants qui expliquent que la modernité qui repose sur la séparation radicale entre l'homme et la nature, qui pose des hiérarchies, vous avez la postmodernité, vous avez l'hypermodernité. Donc, vous voyez, il y a tout un débat qui va reprendre aussi ce qu'a fait Latour en sociaux, mais il y a tout ce qu'a fait Auger, enfin, il y a tout ce qu'a fait Descola. Enfin, donc, on a toute une lignée. Pour nous, géographes, ça a été extrêmement important, parce que notre discipline, elle s'est construite comme, au départ, une écologie humaine, c'est-à-dire, on avait bien notre paradigme de départ, c'était la relation nature-société. On cherchait à comprendre ce machin-là. Et donc, évidemment, on avait un petit souci, c'est que l'homme s'adapte. Il n'est pas adapté, il s'adapte. En tant qu'être pensant et libre, capable d'apprentissage, il s'adapte. Et vous avez notamment au début du XXe siècle un débat très fort au sein de la communauté géographique de l'époque, alors ça en Sorbonne, ça se fait de manière très policée, sur la question du possibilisme. La question du possibilisme par rapport au déterminisme du milieu. Et en réalité, vous avez tout au long du XIXe siècle des discours sur le déterminisme, alors du milieu, dans les tropiques, parce que les gens, il fait chaud et qu'il fait humide, les gens sont nonchalants. Vous voyez, vous naissez dans les tropiques, vous êtes nonchalant, parce qu'il fait chaud. Et puis, vous avez des géographes qui disent pour ça, c'est parce qu'en fait, la valeur nutritive des aliments est plus faible, donc ils sont plus fatigués. Mais ça reste quand même... voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est du racisme. Les Espagnols sont comme ci, les Corses sont comme ça, les Noirs sont ici, les Blancs sont là. Et donc, c'est l'essentialisation, c'est-à-dire la naturalisation des comportements, des organisations sociales, qui président évidemment au projet colonial, qui président évidemment à un rapport très particulier à la Terre, puisque derrière, l'homme est
au sommet de la pyramide et donc peut se comporter de telle ou telle façon. Par parenthèse, c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui sur ces sujets-là. Au moment de la Deuxième République, en France, dans les années 48, vous avez une loi qui est votée par le Parti de l'Ordre. Cette loi sur le Parti de l'Ordre, elle interdit la violence contre les animaux dans la rue. Vous allez vous dire, c'était des antispécistes. Pas du tout. C'est parce qu'on considérait que les bouchers, les cochers, tapaient sur les animaux. Et de taper sur les animaux, ça donnait un mauvais exemple, notamment aux ouvriers, ça les habituait à la violence. Donc en fait, on ne protège pas l'animal, on protège le corps social en protégeant l'animal. Vous retrouvez aujourd'hui ces mêmes débats. C'est très intéressant en fait, parce que vous voyez là aussi que les lignes politiques sur la protection de l'animal, du vivant, sauf que, et je reviens à mon rapport du GIEC, excusez-moi, j'ai digressé, sauf que ce qu'on sait, c'est que je vous l'ai dit, les hommes, les sociétés humaines ont des capacités d'adaptation qui reposent sur la technologie, sur le juridique, sur les solidarités, sur un certain nombre de mécanismes, l'assurance, enfin, qui permettent effectivement de faire face aux risques et aux incertitudes et de réduire nos vulnérabilités par rapport à ça. Les animaux, non. Les animaux sont ou pas adaptés. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement mondial, un certain nombre d'écosystèmes étaient poussés au-delà de leur capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'en réalité, si nous dépassons 2 degrés, et les trajectoires actuelles d'émissions nous conduisent à au moins 3,5 degrés à la fin du siècle, on va assister à un effondrement de la biodiversité. Très concrètement, 1,5 degré dans l'état actuel des choses, ça va être dans 10-15 ans, à 1,5 degré, 70% des coraux tropicaux disparaissent. Vous allez me dire, on n'en a rien à faire, c'est des coraux, c'est joli, mais ça ne sert à rien. C'est juste 40% des stocks de pêche mondiaux. Donc, et c'est là aussi où l'anthropocène est intéressant, c'est que vous voyez les effets rétroactifs sur l'homme, qui posent aussi la question de pourquoi on protège, et qui vous explique qu'il y a un moment des convergences entre des bords idéologiques qui sont complètement opposés. Vous pouvez protéger pour la valeur absolue de l'ours polaire, parce que, parce que vous ne voyez pas de différence entre l'homme et la nature, parce que vous êtes antispéciste, ou protéger parce que vous avez compris qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de biodiversité, c'est directement l'espèce humaine qui est menacée. Pour le dire autrement, l'espèce humaine peut s'adapter au climat qui change. Ça ne veut pas dire que tous les individus, et là on voit aussi la tension entre l'espèce et l'individu, pourront s'adapter. L'espèce humaine ne peut pas survivre à l'effondrement de la biodiversité. Or, aujourd'hui, il y a une érosion de la biodiversité qui est équivalente du fait des actions humaines, pas du changement climatique, du fait de la pollution, etc., qui est équivalente au taux d'extinction des espèces des dernières crises qu'a connues la planète, les dinosaures et compagnie. On est à cette vitesse-là. Le climat aggrave la crise de la biodiversité. Par exemple, en France aujourd'hui, le puits de carbone naturel que constituent les forêts, et nous avons beaucoup de chance en France puisque la forêt est en croissance depuis des décennies du fait de la déprise agricole, eh bien, à cause des sécheresses, à cause des espèces invasives qu'on appelle par exemple les scolites, à cause des incendies, le puits de carbone est en train de s'effondrer. Autre problème, les pollinisateurs. Et vous avez une étude qui vient de sortir, qui a été publiée dans Nature, je crois. 1 million de personnes aujourd'hui victimes meurent, sont mortes dans le monde de l'effondrement des pollinisateurs, essentiellement dans les pays à voie de développement, parce que ces pollinisateurs baissent les rendements, accroissent les famines, etc. Tout ça pour vous dire que vous avez un cercle vicieux qui fait qu'en réalité, vous avez des risques composites. Et c'est un autre rapport du rapport du GIEC. C'est que pour la première fois dans le rapport Impact, le GIEC a démontré que le changement climatique, ce n'était pas juste des perturbations des systèmes locaux et mondiaux biophysiques, mais c'était des risques en chaîne sur la santé, sur les conditions de travail, sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation, sur l'ensemble des secteurs et des indicateurs de bien-être et de développement durable. Pour le dire autrement, c'est écrit dans le GIEC. Dans un climat qui change au-delà de 2 degrés, l'atteinte des objectifs de développement durable, les 17 ODD, est impossible. Un seul exemple, cette salle doit être une passoire thermique épouvantable. Dans 10 ans, en France, à Paris, nous aurons possiblement, en moyenne, probablement, au moins 20 jours de canicule par an. Et d'ici 15 ans, on dépassera les 50 degrés à Paris.
Ce qui veut avec des canicules qui seront plus précoces, plus fréquentes, plus longues, plus intenses. Ça veut dire concrètement qu'on ne pourra pas, si ces bâtiments ne sont pas rénovés thermiquement en confort d'été, faire court. Ça veut dire que c'est de la déscolarisation pour les enfants, ce qu'on a vécu pour le Covid, avec des conséquences qu'on ne mesure pas. Vous avez malheureusement, vous, subi de plein fouet les confinements en tant qu'étudiant. Imaginez les enfants qui étaient à l'époque en CP. Ma fille était en CP. Dans sa classe, elle est en CM1. On a toujours des gamins qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture, alors qu'ils viennent de milieux socialement favorisés, parce qu'ils n'ont pas eu de classe pendant 6 mois. Concrètement, ils sont arrêtés en février, ils ne sont plus retournés à l'école, en CP. Ce sont des conséquences absolument terribles pour l'éducation. Je vous donne un deuxième exemple, et c'est ça les risques composites aussi, et là on remet la vulnérabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, l'accès à l'eau est un problème majeur, et que souvent, ce sont les femmes et les petites filles qui vont chercher l'eau pour toute la famille. Avec un climat qui change, c'est des points d'eau qui se raréfient. Ça veut dire que donc les petites filles ne vont plus à l'école. Les petites filles qui vont plus à l'école, c'est des déficits d'éducation qui vont se reporter sur toute leur vie. Et on pourrait, la réforme des retraites, pour ne pas en parler, qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Et c'est très important, je ne me prononce pas pour ou contre, mais comment est-ce que dans 15 ans, on va avoir des mécanismes de protection sociale avec des coûts de santé qui vont augmenter, avec des coûts de dépendance qui vont augmenter parce que des personnes âgées ou des personnes handicapées ou des personnes en maladie chronique qui tous les ans sont exposées à des vagues de chaleur régulières et fortes, voire à ce qu'on appelle des nuits tropicales. Cet été, à Nice, 66 jours de nuits tropicales, c'est-à-dire 66 jours pendant lesquels la température n'est pas descendue en dessous de 20 degrés. On n'est pas sur un extrême de chaleur, on est sur des corps qui se fatiguent, c'est de l'espérance de vie réduite, en bonne santé. Ça veut dire que d'ailleurs, vous avez des coûts énormes, avec en plus du chômage technique, avec en plus des... Vous voyez, et donc, on a ces effets dominos qu'on ne mesure pas encore, qui font que tous les piliers, les fondements de nos sociétés, qui eux-mêmes sont les fondements du troisième concept qui est la résilience, et je vais y revenir, sont éprouvés. Je vous ai parlé du GIEC, j'ai juste oublié de vous dire ce que c'est le GIEC. Car le GIEC, ce n'est pas un laboratoire de recherche. Le GIEC, ce sont 180 pays qui se sont mis ensemble. Il n'y a pas Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas quelle, Céline Guivarch, Jean Jouzel, Hervé Le Treut, ne sont pas des membres du GIEC. La France est membre du GIEC. Valérie Masson-Delmotte et ses collègues sont experts scientifiques, bénévoles. Ils font ça sur leur temps de travail, de recherche, de famille, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne vivent plus pendant 2 ans, ils sont épuisés. Ce sont des experts qui sont mandatés, qui sont nommés par les États et qui sont en charge de faire une revue de la littérature scientifique existante. Exactement comme dans vos mémoires, vous faites un état de l'art. Le principe est le suivant. Ils vont regarder tout ce qui a été publié et évalué par les pairs. Donc, il faut quand même passer le cap de l'évaluation dans des revues et en faire une synthèse, une revue de littérature pour évaluer. Le GIEC évalue. Il ne recommande rien, il ne préconise rien. Le GIEC évalue l'état des connaissances scientifiques à un temps T. Et quand je vous dis c'est un T scientifique, c'est que le GIEC a estimé, alors il y a 3 groupes. Ils ont estimé en gros par groupe entre 20 et 30 000 papiers, enfin ça dépend des groupes. Ça fait quand même beaucoup, ils sont plusieurs, et puis il y a un secrétariat qui les aide, ils ne s'amusent pas à tout, enfin, ils se répartissent, c'est des centaines de papiers lus, ils sont plusieurs par chapitre, et ils ont regardé dans la littérature scientifique aujourd'hui ce qui converge, ce qui diverge, et à un moment ils voient que des modèles différents, par exemple, qui sont robustes, évalués, aboutissent au même résultat et sont conformes avec ce qui est observé, par exemple. Le GIEC, ensuite, c'est de l'expertise scientifique. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai ces 2 casquettes. Soraya a ces 2 casquettes. En tant que scientifique, nous faisons progresser la connaissance, nous apportons des connaissances originales. D'ailleurs, pour ça qu'il y a du plagiat, parce qu'à un moment, c'est que ce n'est pas original. En tant qu'expert, notre rôle est de donner une évaluation fondée en science. Ce n'est pas nos opinions. C'est de regarder par rapport à tout ce qui existe et qui est écrit, ce qui est robuste et ce qui ne l'est pas. C'est mon rôle au Conseil pour le climat.
Donc, un expert n'est pas forcément un scientifique et l'expertise scientifique n'est pas n'importe quelle expertise. Et c'est deux positions différentes. Et il y a un troisième maillon, c'est le conseil, c'est-à-dire la recommandation. Le GIEC ne recommande rien. Le Haut Conseil pour le climat, lui, a des fonctions de recommandation. Une fois qu'on a terminé le conseil, on se retire. Sinon, c'est la fin de la démocratie. Dans une urne, ma voix sur le climat ne peut pas avoir et ne doit pas avoir plus d'importance que la voix de quelqu'un qui n'a pas fait d'études. La dictature des savants, c'est une dictature. La dictature des experts, c'est une dictature. Et ça, c'est très important aussi parce que le GIEC, à partir du moment où on dit le GIEC recommande, le GIEC, etc., non, on a une confusion des gens. Je vais vous donner un exemple très concret, une analogie pour essayer vraiment que vous compreniez les enjeux éthiques qu'on a là derrière. Je vous ai dit, un jour, vous êtes malade. Vous sentez, par exemple, les filles, une boule dans votre poitrine. Première réaction, vous n'allez pas voir le médecin parce que voilà, bon, ça c'est ce qu'on fait tous, hein, on se plante. Et puis vous allez voir le médecin, vous faites vos examens, etc. Ces examens, ce sont des traductions technologiques de travaux scientifiques avec un continuum qui est allé de la science fondamentale vers la science appliquée, puis vers le transfert, vers ce qu'on appelle la valorisation. Ce sont des métiers différents, avec des compétences différentes, avec des interventions différentes. Le diagnostic est posé. Vous allez voir un médecin généraliste qui vous a prescrit les examens et qui vous dit, voilà madame, vous avez un cancer, une tumeur avec un stade malin, etc. Le médecin n'est pas un scientifique. Nous sommes d'accord. Le médecin n'est même pas un expert au sens où il s'appuie sur l'expertise de collègues pour en faire la synthèse et vous dire, voilà le diagnostic. Il vous envoie chez l'oncologue, qui lui est un expert du cancer. L'oncologue va vous proposer des thérapeutiques. Il va vous dire, voilà les solutions qui existent. Ces solutions elles-mêmes sont venues de recherches scientifiques qui ont été transférées dans la sphère de l'ingénierie, de la technologie, etc., selon le même mécanisme. Et ce que fait le médecin, c'est qu'il vous donne les coûts et les bénéfices, les effets secondaires, si vous voulez, les risques, et puis les bénéfices attendus en fonction des thérapeutiques. Et ce que fait le médecin, c'est qu'il adapte la thérapeutique à votre personne. Si vous êtes une personne âgée, si vous êtes jeune, etc., on ne va pas vous donner la même thérapeutique. C'est la déclinaison locale des politiques publiques, pour le dire simplement. On ne va pas faire la même chose dans une commune rurale et dans une commune urbaine, dans un centre riche et un centre pauvre, évidemment. Et puis, ce n'est pas exactement le même problème. C'est là aussi la métaphore qui vous permet de comprendre le passage du global au local. Le médecin, qui est expert dans son domaine, qui vous donne les thérapeutiques, c'est-à-dire les solutions qui ont été évaluées par le GIEC avec leurs bénéfices et leurs coûts, avec aussi des déclinaisons territoriales, parce qu'on sait bien que selon les pays, ce n'est pas les mêmes aléas et ce n'est pas les mêmes risques, ne peut pas vous contraindre à vous soigner. Et si le médecin sort de ce rôle-là en vous disant « vous devez prendre tel traitement », il sort en réalité de l'éthique médicale. Chaque patient a le choix de ne pas se soigner, à condition d'en mesurer évidemment les risques et donc d'être correctement informé sur ce qu'il risque. Et ça, c'est un problème fondamental chez les scientifiques. Parce que, alors moi, quand j'étais jeune, je regardais Urgence, je ne sais pas si vous connaissez encore ce truc, mais il doit y avoir des séries médicales. Vous avez à un moment un patient qui est malade, gravement malade. Vous savez comment va évoluer la maladie. Vous avez le traitement pour le soigner. Vous savez, et il ne veut pas se soigner. Et il y a une espèce de colère chez les scientifiques de se dire, mais le GIEC a démontré que les solutions existent d'ores et déjà. Elles sont accessibles, efficaces, efficientes à l'échelle globale et locale pour contenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés avant la fin du siècle, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, et pour permettre de faire face aux impacts du climat qui changent en réduisant un maximum ces impacts, c'est l'adaptation. Et qu'adaptation et atténuation vont de pair, et que le truc le plus dingue,
c'est qu'en plus, il y a des co-bénéfices. Il existe suffisamment aujourd'hui de capitaux au niveau mondial pour engager les politiques climatiques à la hauteur des enjeux. C'est juste un problème de fléchage et de réorientation. Il existe aujourd'hui pour chaque pays des solutions efficaces, évaluées dans tous les secteurs, qui apportent des co-bénéfices. Il existe des limites, ce qu'ils appellent les limites douces, qui sont justement les mêmes que les facteurs de vulnérabilité parce qu'elles restreignent l'accès à ces solutions. Par exemple, l'accès à des technologies dans des pays qui sont déficients en compétences technologiques. Par exemple, l'accès à certains modes de financement ou situations pour des femmes ou des hommes qui font partie de groupes dominants et qui n'ont pas accès à ces solutions. Mais les solutions, elles existent. Le GIEC nous dit qu'il y a trois limites dures. Un, le niveau de réchauffement. Comme je vous l'ai dit, au-delà d'un certain seuil, évidemment, ce n'est pas la même chose de s'adapter à 2, 3, 4, 5 degrés. À un moment, ça devient quand même difficile. On ne va pas tous crever, mais quand même, il y en a un gros paquet qui va pas résister. Bon. Séisme, un séisme à 9 ou 10, on a les compétences pour que ça ne s'effondre pas. Enfin, il va quand même y avoir des petits dommages. Deuxièmement, la limite dure, c'est l'érosion de la biodiversité, avec ses effets de renforcement, de rétroaction, alors j'allais dire positif parce que ça se renforce, mais pour nous c'est très négatif. L'effondrement de la biodiversité, 3 degrés, c'est 30% ou 40% de biodiversité en moins pour le faire. Et ce que dit le GIEC pour la première fois, c'est qu'il y a une limite sociale à l'adaptation. C'est ce qu'on appelle les social tipping points. Ils sont des champs de recherche à aujourd'hui investiguer. Qu'est-ce que c'est que les social tipping points? C'est rien de nouveau, hein, c'est ce qu'on fait en sciences des risques et sur les risques, alors les disaster studies, vulnerability studies, enfin toutes les studies autour des risques, dans les resilience studies, c'est l'idée de dire qu'à un moment, localement, je dis bien localement, les pressions sur les systèmes sont telles qu'elles vont interagir avec les causes profondes de la vulnérabilité et qu'en fait, c'est ce qui est dit dans tous les bouquins en sciences sociales sur les risques et les crises, la pression ne crée rien, elle révèle les fragilités et la crise et l'effondrement s'enracinent dans ces causes structurelles de vulnérabilité. Autrement dit, à un moment, sur des sociétés qui sont déjà sous pression du fait de facteurs géopolitiques, sociaux, culturels, des zones en guerre, des zones... Vous allez avoir un effondrement local parce que le territoire ou la communauté n'est plus en capacité d'absorber le choc climatique. Si vous voulez, le choc climatique déséquilibre un système qui était déjà profondément déséquilibré. Il n'y a pas de déterminisme, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas, c'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous êtes condamné à être victime. Mais il y a un moment, un verrouillage de ces vulnérabilités qui rend de plus en plus difficile la résilience, c'est-à-dire vos capacités à vous relever, de façon plus ou moins, voilà, on n'en est même plus à se poser la question, est-ce que c'est en mieux, en statu quo ou en pire? C'est qu'à un moment, il y a effectivement l'effondrement. L'exemple très concret, c'est celui des migrations climatiques, où ce qui est écrit, et c'est très clair, hein, il n'y a aucune migration qui soit causée par le climat. La preuve en est, c'est que vous prenez deux territoires qui sont soumis aux mêmes pressions climatiques, dans un cas on reste, dans un cas on part. Accessoirement, quand on part, c'est parce qu'on n'est pas pauvre. Ceux qui partent sont ceux qui ont les moyens de partir. Malheureusement. Mais vous avez des territoires aujourd'hui qui sont contraints à la migration climatique, pas parce que le climat change, parce que simplement les structures politiques, sociales, économiques sont tellement déjà fragilisées que la pression climatique fait que c'est plus vivable et que donc ceux qui peuvent partir, partent. Et là aussi, vous avez une fâcheuse tendance dans le discours médiatique et dans l'interprétation à prendre la cause pour la conséquence et la conséquence pour la cause. Toujours est-il que ce social tipping point, c'est une nouvelle frontière des sciences sociales, parce que tout l'enjeu, justement, c'est de ne pas sombrer dans un discours déterministe, mais de repositionner correctement les facteurs de fragilité et les mécanismes englobants qui vont conduire à ces effondrements possibles. Un des éléments aussi que le GIEC met en avant, c'est ces questions de gouvernance qui, de mon sens, sont posées insuffisamment. Je pense que, et ça c'est une hypothèse que je n'ai pas validée et qui est aussi liée à une opinion, la fragilité actuelle des démocraties est sans doute un des verrous majeurs à l'action climatique, parce qu'en réalité, elle est facteur de défiance, de propagation des fake news, de polarisation, de confusion dans les débats. La transition climatique est une vraie révolution. C'est la même chose que ce qu'on a vécu avec la révolution industrielle, hein, le bonheur des dames et tout ça, enfin, voilà, l'invention de la machine à vapeur.
C'est un peu la même chose du ce qu'on a vécu dans l'après-guerre, sauf que après-guerre, tout était détruit. Alors que là, il va falloir détruire pour reconstruire. Mais l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est un changement radical, pas au sens révolutionnaire, au sens de toucher les racines de nos modes de production, de consommation, de nos modes de vie. Et pour ça, évidemment, il y a des trajectoires différentes, il y a des options thérapeutiques différentes, y compris celle de l'inaction, qui suppose du débat démocratique. Il n'y a aucune dictature, et ça l'histoire nous le montre, dans lesquelles on a une action environnementale possible. Parce qu'en fait, la dictature derrière, ce sont des mécanismes de corruption, ce sont des mécanismes de détournement, ce sont des mécanismes informels qui se mettent en place et qui ne peuvent pas emporter ni l'adhésion, ni l'efficacité. Ça ne marche pas. Donc, en apparence, effectivement, regardez le Covid. On a tout dit, c'est formidable, les Chinois, le Covid. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien qu'en fait, c'est le contournement. Enfin, voilà, parce que les dictatures sont, dans leur principe même, porteurs de ces facteurs structurels de vulnérabilité. Et donc, je reviens à mes experts du GIEC. Aujourd'hui, la question qui se pose, évidemment, c'est quel est notre rôle, puisque ces décisions sont éminemment politiques. Mais politique au sens noble du terme, politique au sens de dissensus, politique au sens de débat, d'opinion fondée en raison, argumentée, avec à un moment des valeurs. Et ce que dit très bien le GIEC, qui est un apport des sciences sociales, c'est que pour engager la transition, il est aussi nécessaire de faire évoluer un certain nombre de valeurs. Et là, vous tombez dans des sujets qui sont les sujets des sciences humaines et sociales, mais qui sont aussi les sujets qu'on trouve dans la prévention des risques de catastrophe. Le rôle des discours, le rôle des mémoires, le rôle des cultures. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question, avec d'ailleurs quelqu'un du master, Fanny Benitez, qui a fait ce master et avec qui j'ai eu la chance de diriger en thèse et qui a eu un prix de thèse pour ça. On a travaillé sur la question des capacités à faire face. Parce qu'évidemment, un des discours de l'inaction, c'est de dire, si on s'adapte, et l'homme s'est toujours adapté, il n'y a pas besoin d'atténuer. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, l'atténuation d'aujourd'hui prépare nos possibilités d'adaptation de demain. Voilà. Et c'est lié généralement. Mais cette idée de capacité d'adaptation. En sciences humaines et sociales, la question des capacités, elle est très importante parce qu'elle a servi à toute une partie des sciences sociales qui voulaient justement dénaturaliser les catastrophes et rendre aux communautés locales l'empowerment, la capacité de décision, pour détricoter ce lien mécanique entre vulnérabilité et victime, de dire, mais les individus, à partir du moment où on leur donne un accès à des ressources, sont capables de faire face. La preuve en est, c'est que les gens riches, les gens éduqués, etc., sont moins vulnérables, c'est-à-dire qu'on constate, alors vulnérables pas a priori, mais a posteriori, donc plus résilients si vous préférez, parce qu'effectivement, ils peuvent s'appuyer sur un ensemble de ressources éducatives, sociales, de capitaux. Et donc, le discours sur les capacités a été porté dans le champ des études de vulnérabilité et dans le champ des études postcoloniales sur l'idée de cet accès juste et équitable aux ressources. Vous pouvez aussi le mettre en lien avec les sujets sur la justice environnementale. Ces questions de justice environnementale, elles se sont développées aux États-Unis à partir des années 60 avec le mouvement des droits civiques, plutôt sur les questions de risque de santé, qui sont d'ailleurs très liées. On pourrait passer des heures à parler du système One Health sur la question une seule santé, santé animale, santé planétaire, santé des individus. Vous voyez bien que c'est un enjeu majeur. En France, premier foyer de dingue autochtone dans les Alpes-Maritimes cette année. Le moustique, pour le coup, et les liens de chaîne. Plus besoin de nous demander ces papiers pour nos amis des Alpes-Maritimes qui sont un peu obsédés par la carte de séjour. Le moustique, il nous pique, il est de chez nous. Une dingue sur une femme enceinte. Vous voyez le problème. Or, dans les Alpes-Maritimes, on n'a pas des moustiquaires aux fenêtres, parce que le moustique, jusqu'à présent, il n'était pas tigre et il ne foutait pas la dingue et les chocononia. Donc, ça crée aussi des problèmes. Je ferme la parenthèse, j'ai digressé. Je ne sais plus ce que je racontais. Sur les capacités d'adaptation, le problème, c'est que cette idée de capacité d'adaptation a été réintégrée par une autre façon de voir les choses, qui est l'internalisation de la responsabilité à l'échelle des individus ou des collectifs. C'est-à-dire, en fait, un transfert de responsabilité. Quand je parle de responsabilité, je parle aussi bien de responsabilité morale que de responsabilité juridique. C'est l'idée qui n'est pas complètement fausse que
si je vous donne les moyens de faire face, vous allez pouvoir être autonome, être indépendant, être libre. Ça, c'est le libéralisme, si vous voulez, au sens philosophique du terme, hein, être capable d'être un être autonome et d'exercer sa liberté. Sauf que derrière, si je transforme ça en injonction morale, vous devez vous débrouiller parce que je vous ai donné les moyens. Hein, je vais vous donner un stylo, je vais vous faire rentrer à Sciences Po ou à la fac. Vous allez devoir réussir puisque je vous donne tous les moyens de réussir. Bon. Ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y a des inégalités de fait, des inégalités structurelles qui empêchent ça. Et toute la science, les sciences humaines et sociales, luttaient justement contre ça en dénonçant les mécanismes structurels des inégalités qui est intersectionnel, pour dire le gros mot, c'est-à-dire qui interagissent, qui se renforcent, qui faisait que l'accès aux ressources était entravé et que cet exercice de la liberté n'était pas possible. Il y a une évolution au niveau international notamment, qui est l'idée de dire, au nom de cet empowerment du local, qu'en fait, c'est un transfert de coûts et de responsabilités entre les générations, entre les territoires, entre le collectif et l'individu. Et du coup, la capacité devient une sorte de propriété intrinsèque qui peut être acquise, qui peut être développée. Vous avez des individus qui sont adaptables, flexibles, agiles, vous savez, c'est les grands mots maintenant, et puis d'autres qui ne le sont pas, y compris parce qu'ils refusent de s'adapter. Donc, vous avez un jugement normatif qui est un discours politique sur la bonne et la mauvaise victime, sur le bon résilient et le mauvais résilient, sur le bon et le mauvais. Et vous glissez du juste et de l'injuste au bon et au mauvais. Vous passez d'un discours scientifique, descriptif, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est capable ou pas, à un discours normatif. Et ce qu'on a fait avec Fanny, c'est qu'on a regardé à partir de l'approche par les capacités d'Amartya Sen et de Nussbaum, une manière de réconcilier les deux approches. La question est la suivante. Évidemment, il est absurde, de mon point de vue, de dire que quand vous êtes vieux, malade, appartenant à une minorité dans un pays en voie de développement, c'est la même chose que quand vous êtes riche, jeune et beau, dans un pays en pleine santé. Enfin, évidemment, on n'a pas les mêmes chances au départ. Donc, il y a ce que vous êtes à intenter. Ce que vous êtes à intenter est en perpétuelle évolution. Au moment où je vais le lire, à côté de ça, il y a effectivement les capitaux, les ressources qui existent, qui sont votre lien au collectif. Capitaux familiaux, capitaux sociaux, être ou pas dans une communauté, un syndicat, un capital culturel, capital évidemment économique, fiscal, qui permet aussi de regarder l'évolution de ce capital dans le temps, les effets d'héritage, les effets d'accumulation, qui renvoient des inégalités. Mais il y a aussi ce que la société au sens large vous donne. En gros, pour le dire autrement, l'articulation entre le petit geste individuel et les structures collectives qui permettent ou entravent ce geste individuel. L'approche par les capacités, elle permet de concilier l'individu et le collectif, elle permet de concilier le court terme et le long terme, les dimensions d'héritage, elle permet aussi de montrer que tout ça est dynamique parce que c'est en perpétuelle évolution. Elle permet en particulier de montrer pourquoi un individu, à deux moments différents et dans deux contextes différents, avec le même aléa, dans un cas va s'en sortir et dans l'autre cas ne s'en sortira pas. Elle permet d'expliquer pourquoi il ne suffit pas de développer la mémoire, la culture du risque, la culture des petits gestes. On a rencontré avec Fanny des personnes qui connaissaient, qui avaient vécu des cyclones, qui connaissaient parfaitement les petits gestes, les gestes qui sauvent, qui étaient conscients de la menace, qui étaient conscients. Vous savez, ils avaient la culture du risque beaucoup plus que nous en réalité. Et pourtant, lors du cyclone Irma et Maria, ils avaient eu un comportement inadapté qui les avait mis en danger. Parce que l'une avait sa fille enceinte qu'elle est allée chercher, parce que l'autre avait un chien, parce qu'à un moment donné, il y a des éléments dans ce système mouvant en permanence qu'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, en fait, c'est un système dynamique comme la résilience, qui fait que la capacité à faire face n'est pas inscrite dans le marbre, a priori partout. Et ça permet de reconstituer la part des responsabilités. Et je conclus à ce moment-là, parce que j'ai déjà été beaucoup trop longue, sur justement la question des solutions et des injonctions. Aujourd'hui, le GIEC est capable d'évaluer les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les politiques d'atténuation. Il y a la manière dont on mesure, et là aussi on voit comment la manière dont se fabrique la science est forcément biaisée et au sens propre, c'est à nous aussi de montrer l'échelle de mesure.
Quand vous regardez les émissions au niveau mondial, déjà, il y a une différence entre les émissions territoriales, les empreintes qui prennent en compte les émissions importées, et puis les émissions per capita. C'est-à-dire, vous faites la moyenne, et donc déjà, ça change. Évidemment, si vous comparez les émissions de la Chine et que vous les rapportez à la population, pareil pour l'Inde, vous n'êtes pas exactement sur les mêmes classes. Deuxièmement, il y a aussi la question des inégalités au sein de ces États et au niveau mondial. Par exemple, on sait aujourd'hui au niveau du monde que 10% des plus riches émettent en moyenne 40% des émissions. En France, en moyenne, notre empreinte carbone est de 9 tonnes, en moyenne. 50% de la population française consomme déjà moins de 5 tonnes. C'est évidemment beaucoup plus que 50% de la population mondiale, qui est largement en dessous des 5 tonnes. Cette question-là pose la question de la justice à nouveau. D'où le débat sur les ultra-riches et les milliardaires. Tout le monde va devoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour qu'on puisse atteindre la neutralité carbone. Nous visons aujourd'hui le 2 tonnes, même si ce chiffre-là encore, il y a des voilà. Mais on doit tous travailler ensemble. Bon. Mais il est évident que les moyens pour réduire et les efforts à accomplir ne sont pas les mêmes. D'où aussi la question de la sobriété. Et on en revient sur le vocabulaire. La sobriété, c'est un mauvais mot. D'abord, en anglais, c'est sufficiency. C'est pas sobriété. Qu'est-ce que c'est que la sufficiency? C'est la capacité à satisfaire ses besoins essentiels. Et dans les besoins essentiels, rappelez-vous pour le Covid, la lecture est un besoin essentiel. L'éducation est un besoin essentiel. L'accès à sa famille est un besoin essentiel. La qualité de vie est un besoin essentiel. C'est pas juste manger et boire dans les limites planétaires. La sobriété, pour le dire autrement, c'est utiliser les ressources de la planète Terre dans le cadre des limites planétaires. Limiter le gaspillage, c'est de la sobriété. Lutter contre l'obsolescence programmée, c'est de la sobriété. La sobriété, ce n'est pas donc régressif, c'est la tempérance des Grecs. C'est de se poser la question de à quoi sert le travail, à quoi sert le temps libre. Avoir du temps pour soi, ce qui est une invention moderne, en réalité elle n'est pas moderne, l'otium des Romains, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'on prend, penser pour se cultiver. C'est pas on le traduit en latin par loisir, c'est pas du loisir, c'est ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes. Ce temps de repos. Et donc, vous voyez bien que derrière, ce sont des modèles sociaux, ce sont des projets de société, et que Magali Regueza ou Soraya Boudia n'ont pas à s'exprimer au-delà de moi, en tant que citoyen, je pense qu'effectivement, c'est bien de pouvoir, ou pas, d'ailleurs, voir des gens lire, etc. Vous voyez bien qu'à nouveau, on est sur un problème politique, et que les mots ont un sens. Et donc, derrière, les scientifiques deviennent des communicants. Ce n'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'inaction. Et nous-mêmes, nous sommes sommés de nous engager dans la cité. Et à nouveau, le discours normatif arrive. Il y aurait le bon scientifique et le mauvais scientifique. Alors, évidemment, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Hein. Le bon scientifique, c'est celui qui se la ferme, c'est celui qui parle, voilà. Et donc, par exemple, on dit, pourquoi vous n'allez pas vous enchaîner? Je ne sais pas quelle banque. Mon engagement, il est là devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous faire un cours en... Enfin, je ne suis pas un prédicateur. Hein. J'essaie de vous donner des éléments pour vous montrer quoi. Et je conclurai là-dessus. D'abord, que les solutions existent, elles sont évaluées pour opposer ces notions entre résilience, adaptation, vulnérabilité, ce qu'il est possible de faire. Deux, de montrer que l'évolution du GIEC, qui est divisée en 3 groupes, l'état des lieux climatiques, les impacts et l'adaptation, l'atténuation et les solutions pour ce monde zéro carbone, eh bien, elle inclut de plus en plus les sciences sociales, avec une mécompréhension de ce que sont les sciences sociales. Les sciences sociales, elles ne sont pas juste là pour faciliter le discours avec les acteurs locaux. Hein. On n'est pas des grands géos pour aller dire, alors on va parler au maire ou pas. Ce n'est pas non plus des espèces de gourous qui vont arriver pour appuyer sur un bouton pour faire que les gens se comporter comme on veut grâce aux sciences cognitives et au nudge. Hein, parce que non, ce n'est pas ça non plus. Et on n'est pas là non plus pour ni être le supplément d'âme, vous savez, science sans conscience, donc voilà, ou pour être des gens qui vont analyser les facteurs sociaux. Pas trop ce que c'est, mais on va être là pour faire les facteurs sociaux et pouvoir évaluer des politiques publiques parce que c'est bien, comme ça, on est raccord avec la Cour des comptes ou le Conseil d'État. C'est pas le boulot. Le Conseil d'État ne fait pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas notre job.
Par contre, ça veut dire que nous avons des champs de recherche immenses qui s'offrent. Des champs de recherche immenses avec des verrous scientifiques sur lesquels la connaissance a besoin de progresser parce que sinon nous resterons dans le domaine de l'opinion. Ça veut dire aussi que ça interroge notre capacité en tant que chercheur à publier dans des cadres contraints que sont les revues internationales, pour diffuser, parce que le GIEC ne peut pas s'appuyer sur autre chose que des publications évaluées par les pairs. Or, comme nous sommes le matin experts, le milieu enseignant, l'après-midi on fait la question de la gestion des emplois du temps, et puis on n'a pas le temps de publier, parce que aussi ces publications, elles avancent au fil de la science et elles sont normées par des cadres que nous n'avons pas forcément choisis, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les cadres des publications françaises. Mais si nous ne publions pas, nous ne pouvons pas fournir aux experts le matériau, la sobriété, comme ce qu'on appelle le gap track sur l'adaptation, c'est-à-dire l'équivalent comment est-ce qu'on évalue l'adaptation. Eh bien, ils n'ont pas pu s'appuyer sur de la littérature scientifique. Il n'y en avait pas. Et donc, à un moment, ils introduisent des notions qui émergent, on peut le faire de manière robuste, mais ce n'est pas aussi robuste aujourd'hui que ce qu'il y a sur les sciences du climat. Ce qui veut dire d'emblée que derrière, effectivement, nous nous condamnons aussi à un débat d'opinion, mais non informé. Et le boomerang, c'est que les scientifiques sont accusés d'être des idéologues. Parce que, rappelez-vous, quand on veut discréditer quelqu'un, on ne s'attaque jamais aux énoncés. On s'attaque toujours à la personne qui parle. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de repousser ces frontières, de travailler effectivement en collectif, en apportant aussi ce regard critique et distancié sur nos propres pratiques, mais aussi sur nos connaissances d'histoire, de sociologie des sciences, en remobilisant ce qu'on a pu faire sur la recherche sur les risques, la recherche sur la résilience, la recherche sur l'adaptation. Il n'y a pas de petite discipline, ça va de l'histoire à la philosophie, en passant par la psychologie, la géographie, enfin, voilà. Et derrière aussi, ce que moi je trouve très encourageant, c'est que nous avons une capacité énorme de nouveaux métiers. Rien n'est joué. On n'a pas 3 ans pour agir. Le GIEC a été mal compris. Nous n'avons pas 3 ans. Chaque dixième de degré compte, mais l'humanité n'est pas condamnée. Nous avons en gros 20 ans pour engager aujourd'hui des politiques et des trajectoires différentes en fonction des territoires et des sociétés. Les solutions existent, je vous l'ai dit, elles sont évaluées. L'innovation ne suffira pas. Les solutions aujourd'hui, toutes techniques, sont en fait des manières de repousser, de délayer, alors qu'elles sont essentielles là aussi, ce n'est pas un débat technique contre non. On a besoin de tout ça. Ce sont des débats qui paraissent complètement éculés pour le coup à des sciences sociales. Moi, pour là, j'ai 30 ans sur les big, c'est toujours le même machin. J'ai un peu l'impression parfois qu'on balbutie, et je pense que dans tous les domaines, pour la santé au travail, voilà, on raconte la même chose. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons ce défi climatique qui, je le répète, à un moment est un défi, est un problème politique au sens noble du terme. Et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Magali. On a eu vraiment un panorama avec l'introduction d'un nombre extrêmement important de problématiques. Moi, je ne vais pas du tout commenter. Je voudrais juste, on me fait signe, c'est ça? Je voudrais juste peut-être dire un mot sur, c'est-à-dire, on voit, en tout cas, de ce que tu as dit et ce que je retiens, c'est que cette question du changement climatique, elle a une histoire, hein, ça fait 30 ans, mais qu'on est à un tournant. Et ce tournant n'est pas simplement le bilan l'évaluation que fait le GIEC, mais le fait que le problème et les discussions durent et que la temporalité de la discussion autour du changement climatique au regard des actions qui ont été entreprises jusqu'à aujourd'hui, finissent par transformer les contextes dans lesquels ces problèmes sont discutés, saisis, etc. Et cette transformation, et je pense que tu l'as très bien dit, elle est de différents ordres. Alors, je ne sais pas si les faits scientifiques ne se discutent pas, une sociologue des sciences ne peut jamais dire ça, mais par contre, pour moi, en tout cas, je le formule souvent, que la matérialité des problèmes, il y a un moment où la matérialité des problèmes est telle qu'on peut toujours discuter, si on veut discuter les faits scientifiques, mais que vraiment,
la matérialité, elle est difficilement contestable. On peut avoir des opinions, mais quand on a des inondations en Arabie Saoudite, où ils n'ont jamais vu ça, jamais, dans certaines régions, et le rapport à la matérialité au quotidien, ou quand on a effectivement des températures extrêmement élevées et qui vont durer, ça transforme votre vécu même à l'espace. Et je pense que c'est quand même un facteur important. Si je dis ça, c'est que je trouve que la question justement des transformations de l'opinion vis-à-vis des sciences est une vraie question. On l'a vu avec le Covid, le rapport à l'expertise, la délégitimation de la parole scientifique est complexe dans l'espace public. Je ne sais pas si la réponse à ça devrait être sur le terrain, qu'on ne discute pas les scientifiques, mais plutôt de voir comment ça peut être repenser autrement, comment répondre à ces réticences, parce que c'est nécessaire d'y répondre à un moment donné. Quand je dis on ne discute pas des faits scientifiques, j'entends effectivement, et je fais ça toute la journée, et je pense que voilà, je discute toujours, il ne s'agit pas de dire je ne débat pas avec toi ou toi, simplement ce qui a été, et moi ça m'a frappé parce que j'étais, en fait, je ne suis pas climatologue au départ, et pour être très claire, moi j'ai été formée par des climato-sceptiques. Donc, j'ai fait aussi ce chemin. La géographie a été très longtemps climato-sceptique. J'ai été formée par des gens qui étaient… Alors, climato-sceptique, là aussi, il y a des nuances. Justement parce que ma discipline avait beaucoup lutté contre la question du déterminisme mésolologique et du catastrophisme qui condamnait par l'aléa les victimes à être victimes, il y avait des questions tout à fait légitimes qui se posaient à l'époque sur les temporalités, sur l'espace. Est-ce que le changement climatique est d'origine humaine à 100% ou pas? Est-ce que le changement climatique est positif ou pas pour tout le monde? Donc, il y avait ces questions-là. Est-ce que finalement, c'est quelque chose de court, de réversible et compagnie? Les sciences du climat avaient des indices plus que probants pour dire qu'on avait déjà des réponses, mais ce n'était pas démontré. Et donc, j'ai fait aussi, moi, ce chemin d'acculturation au climat, de compréhension. J'ai une formation scientifique au départ, mais c'est vrai que moi, leurs courbes et leurs machins, j'ai compris. Voilà, je ne comprends rien, quoi. Enfin, il faut être honnête. C'est pas des outils que j'aime à manipuler. Et pendant longtemps, j'étais dans voilà, je suis totalement opposée au discours catastrophique, je suis totalement opposée à la renaturalisation, et mon HDR, j'ai par exemple tout un passage où je démolis le pacte écologique de Nicolas Hulot quand il dit qu'il n'y a plus le choix, parce que pour moi, en tant qu'individu, que citoyenne, mais aussi que scientifique, de dire qu'il n'y a plus le choix, un truc où il n'y a plus le choix, c'est une dictature. Il y a toujours le choix, y compris de pain. Voilà. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé là, c'est justement, pour avoir discuté aussi avec des collègues qui sont astronomes et qui doivent toute la journée maintenant, truc nouveau, répondre aux platistes. Répondre à des platistes. Mais on aurait eu le même problème en tant qu'enseignant quand on était dans le secondaire sur le racisme ou la Shoah, avec la distinction de, évidemment, il y a la liberté de penser, la liberté d'expression, mais de dire à des gens le racisme est une non-idée et nier la Shoah, c'est puni, enfin, c'est illégal. Une fois que tu as dit ça à un gamin ou à ton voisin, il n'en a rien à faire, ça ne va pas l'aider. Donc, ce qui m'a vraiment frappé à ce moment-là, c'est quand mes collègues climatologues m'ont dit non, mais en gros, là, dire la Terre ne se réchauffe pas, parce que, comme tu dis, on a une convergence entre la modélisation et l'information et l'observation. Dire que ça ne se réchauffe pas, c'est tout simplement comme dire que la Terre est plate. Et là, en fait, alors là, c'est en tant qu'enseignante et en tant que personne qui s'est vulgarisée, ça a été un effondrement total. Pourquoi ça a été un effondrement total? Parce que, justement, je me suis retrouvée dans la même situation, et ça, c'est voilà, on est aussi dans un séminaire, de moi enseignante, essayant d'expliquer ce que c'était le racisme, le sexisme et la Shoah à des gamins qui venaient de milieux dans lesquels être raciste, c'était normal, quoi. Qui venaient de milieux dans lesquels on niait la Shoah sans problème. Et qui a vu en 20 ans monter le Front National, monter la réhabilitation de Pétain, monter le négationnisme, en se disant qu'on avait probablement raté un truc. Mais quoi? Parce qu'effectivement, à force de dire c'est une non-idée, on n'en débat pas, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il
il n'y a plus, enfin, la négation, et moi je me suis battue contre le terme de négationnisme sur le climat parce que je trouvais que c'était faire une analogie pour le coup discursive entre des choses qui n'ont pas la même chose quand même. Mais c'est vrai qu'à un moment, les plus ces climato-sceptiques qui arrivent, mais j'ai quand même, oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas vraiment. Mais est-ce que vraiment on peut le croire, ce GIEC? Et en fait, le boulot, et là on voit aussi le boulot de com qui n'a pas été fait. Et l'analogie avec la cigarette est assez frappante, parce qu'on est en plein dans la même chose, y compris au niveau des instances de décision de l'État. Alors, je ne parle pas des ministres, etc. Je parle dans les cabinets ministériels, je parle dans les lieux où se produit, se construit la décision, se construit la loi, où vous entendez des trucs, mais vous vous dites, waouh, qu'est-ce que j'ai raté? Ce qui pose aussi le problème qu'on a aujourd'hui sur la sensibilisation, la formation, avec un peu ces gimmicks. Et j'ai participé à la mission Jouzel, hein, mais parce qu'on va mettre 20 heures de formation, voilà, parce qu'on va les sensibiliser. Vous voyez, il y a aussi cette confusion entre sensibilisation, information, débat, dialogue, dispute. Il est absolument essentiel qu'on porte sur la place publique ces sujets-là et débattre pour moi du fait scientifique, mais ça serait intéressant qu'on en discute, c'est effectivement de le mettre à l'agenda pour expliquer pourquoi aujourd'hui, comme tu dis, il n'est plus possible de nier le phénomène parce que simplement il est observé. Il est observé en France aujourd'hui, et alors là-dessus en plus, c'est compliqué, je vous ai dit 100% du réchauffement est anthropique au niveau mondial, c'est 1,1%. Mais au niveau national, c'est 1,7%. La France se réchauffe plus vite, en moyenne, avec des pointes à 2 degrés dans les villes, voire 2,7 dans certaines parties des Alpes. Mais elle n'est qu'à 80% anthropique. Il y a 20% qui sont liés à la variabilité naturelle. Ben oui, parce que le climat, il continue à varier naturellement. Il y a des décennies plus chaudes et des décennies plus froides. Ce que disaient les géographes. Sauf que mes collègues qui ont versé dans le rassurisme et le scepticisme, eux, ils vous disent du coup, les modèles se plantent. Non. C'est bien l'idée de dire, aujourd'hui, on a une part qui reste une part qui n'est pas attribuable. C'est l'attribution qui n'est pas attribuable au climat. C'est effectivement la part de cette variabilité naturelle qui fait que on ne sait pas exactement est-ce qu'on est en chaud ou en froid actuellement, mais en gros, ça va faire quand même varier d'un degré. Donc, si là, on est dans le chaud, ça veut dire que le climat global va continuer à monter, mais comme la variabilité naturelle, c'est un peu comme si on prend du Doliprane avec la fièvre, on va le baisser. Donc, on aura moins, ça va masquer la trajectoire de réchauffement. Si au contraire, on est dans du froid, ça veut dire que l'effet froid masque actuellement le réchauffement et que ça s'accélère dans les 10-15 prochaines années. Pour après retomber, cette variabilité naturelle est toujours là. Vous imaginez quand je dois aller expliquer ça à des gens. Alors, vous m'avez dit que c'était 100% naturel, puis maintenant c'est 80%, puis parce que ça veut dire aussi que derrière, et là on vient sur d'autres domaines, la question de l'incertitude, du risque, la compréhension de ce qu'est un modèle. Quand on entend le président de la République dire on ne pouvait pas prévoir, outre le fait que les collègues l'ont vécu comme une gifle, pas parce que c'était Emmanuel Macron, je veux dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que l'autorité incarnée par le président, alors même que Valérie Masson-Delmotte vient passer 4 heures pour les sensibiliser, dit une phrase qui sortit de son contexte. On ne pouvait pas prévoir, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne pouvait pas prévoir. Ça veut dire qu'effectivement, personne n'aurait pu dire que l'été 2022, on a des probabilités. Mais cette phrase-là, elle est terrible parce qu'en fait, il reprend, je ne sais pas si c'est conscient ou pas conscient, ce n'est pas mon problème, une phrase du discours des rassuristes. Ah bon, on ne pouvait pas savoir, madame. Hein, comme on m'a dit sur les inondations, vous ne pouvez pas savoir, madame. Bon, c'est-à-dire que si, ça c'est comme sur un cancer. On n'est pas sûr que si vous fumez 3 paquets de clopes par jour, ce n'est pas 100% de cancer. Mais enfin, grosso modo, prenez un petit risque quand même. Voilà, voire en gros. Bon, là, c'était pareil. Et donc, cette phrase a été terrible parce qu'en plus, elle a introduit la différence entre prédiction et prévision. Le modèle prédictif, la prophétie autoréalisatrice, ce sont des sujets qui sont basiques en sociologie des sciences. C'est des trucs condensés. Mais sauf que la culture de ce qu'est un laboratoire, le fait, par exemple, évidemment, vous n'allez pas parler de disputatio. Donc, on vous dit, il y a un débat scientifique. Les scientifiques sont tous d'accord. C'était sans doute la pire formule que pouvait utiliser le GIEC, avec cette idée qu'on lève la main et qu'on vote comme dans une assemblée. La science ne se fabrique pas selon des processus démocratiques.
Et là, on voit aussi la construction de notre système de formation des scientifiques. À titre personnel, moi, je préférais que mes collègues ingénieurs, mes collègues scientifiques, enfin, aient des cours de sociologie des sciences, de philosophie des sciences, parce que ça permettrait, par exemple, d'utiliser objectif à bon escient, de comprendre quelle est la différence entre expertise et qu'est-ce que c'est qu'un consensus, etc. Ils l'ont découvert par les gifs qui se sont prises, en voyant qu'en fait, leur expression publique, y compris à l'aide de communicants, leur revenait dans la figure, parce qu'évidemment, les mots ont un sens, mais un sens qui est polysémique et pluriel, et qui est aussi utilisé, je ne dis pas instrumentalisé, parce que là aussi, voilà. Et donc cette déclaration du président de la République, moi, le soir où il a sorti ça, j'ai reçu des dizaines de messages de collègues qui étaient en pleurs. Parce qu'effectivement, ces collègues du GIEC qui ont cette mission aussi, ça fait partie de notre mission d'aller diffuser, vulgariser, sont épuisés. Il faut voir les attaques qui sont portées par les pros contre nucléaire. Enfin, voilà, moi, le matin, quand je me réveille, lundi, je suis vendue à Macron, mardi, je suis vendue à Europe Écologie, mercredi, je suis vendue au Vert, après, je suis vendue à Ciotti Estrosi parce qu'il se trouve que je suis à Nice et que je travaille aussi avec eux. Enfin, c'est violent. Et donc, ces gens qui ont donné du temps, qui sont épuisés, parce qu'en plus, on ne prend plus l'avion, donc on fait des tours de France en train, train de nuit, etc. C'est le samedi, c'est le dimanche, c'est une violence inouïe. Quand Valérie Masson dit la charge mentale n'a ni à reposer sur les scientifiques ni sur les jeunes, elle a raison. Et donc, derrière cette phrase-là, c'est une légitimation à nouveau, un peu comme les collègues qui travaillent sur le Covid quand Macron va voir Didier Raoult. Là encore, on peut comprendre pourquoi, mais c'est juste pour voilà, c'est de dire, bah alors, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Et là aussi, parce que quelqu'un qui a travaillé en histoire des sciences, il comprend ce que ça veut dire. Et moi, la première, quand je dis effectivement, on ne peut pas débattre au sens de, attention, on n'est pas pour ou contre le changement climatique. On est pour ou contre, à un moment, telle trajectoire d'atténuation ou d'adaptation, parce qu'on considère qu'elle est meilleure et qu'on choisit de la faire. Laquelle? Je suis trop longue, il faut les laisser parler. Excusez-moi. Et on n'a jamais dit que j'étais bavard. Non. Justement, on va je vais tout de suite laisser la parole à la salle pour des questions, pour qu'on puisse avoir des échanges. Vous voyez l'étendue des chantiers de travail. C'est pas simplement de recherche, c'est à la fois de la recherche, parce que je pense qu'on a quand même besoin de comprendre un certain nombre des mécanismes, y compris sur l'inaction publique, le rôle de l'État, de repenser la question que tu as évoquée sur la question des effets cascades entre biodiversité et les microbes qui peuvent se réveiller. Mais ça, on a le temps d'en rediscuter, même dans les jours et les semaines qui viennent. Je vais donner tout de suite s'il y a des questions, des remarques de la salle.